Mon ordinateur. Bon, là, ça va être parti. Cette réunion est enregistrée. Bon, bonjour Caroline. Oui, salut Marie. Alors, on va faire une prise 2 parce qu'on s'est déjà rencontré le 15 avril et ça n'avait pas fonctionné pour mon enregistrement. À ce temps-là, ton livre n'était pas encore sorti, mais là, ton livre est sorti. Alors, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je l'ai là à côté de moi. Oui, moi aussi. Ouais. Alors, écoute, dis-nous un petit peu qui tu es pour les gens qui te connaissent pas, parce que moi, mon audience, c'est autant des parents que des professionnels. Alors, Mhm. les professionnels te connaissent bien, peut-être que les parents de mon audience un petit peu moins. Dis-moi un petit peu qui tu es. Oui, oui, oui. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Caroline. Alors d'abord je suis maman de quatre merveilleux enfants qui ont aujourd'hui entre 7 ans et 12 ans. Alors je suis médecin généraliste de formation. Je suis belge mais je vis aux États-Unis depuis 11 ans. Simplement pour des raisons personnelles, j'ai suivi mon mari dans sa carrière professionnelle donc ici aux États-Unis. Et en fait, ne pouvant pas exercer mon métier de médecin aux USA parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalence de diplôme, en fait, j'ai d'abord pris beaucoup de recul. Au moment où on a déménagé, on fondait notre famille. Donc voilà, j'étais enceinte, j'avais une petite fille d'un an. Donc j'ai simplement voilà, commencé par profiter de notre famille et par prendre soin de moi et de mes jeunes enfants. Et ça m'a permis en fait oui, de prendre beaucoup de recul par rapport à la médecine classique. J'avais quand même du temps, je n'avais plus de consultation, donc du coup j'ai eu beaucoup de temps pour lire, pour fouiller. Et je suis arrivée en fait aux États-Unis avec cette peur d'avoir une césarienne. Parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte et je savais que le taux de césarienne aux États-Unis était beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, j'avais cette peur d'avoir une césarienne. Et en fait, j'ai commencé par lire. J'ai lu, parce que je voulais arriver devant la gynécologue prête à lui dire, vous ne me ferez pas de césarienne, mon aîné est né sans aucune difficulté, donc, et alors je voulais vraiment arriver en disant, et je connais les études cliniques, je suis médecin généraliste. Donc en fait, c'est un peu parti de là. Et c'est là où j'ai commencé à lire des études cliniques, où en fait, je suis tombée assise par terre de ma chaise, je me suis dit, mais je savais pas ça, et ça, je savais pas, et ça non plus, et ça, on ne m'avait jamais dit. Donc ça a été déjà un premier, comment dire, une première prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience, c'est que l'allaitement avec ma fille aînée avait été très, très compliqué alors que j'étais médecin et alors que j'étais bien entourée. Parce qu'en tant que médecin, on connaît toutes les sages-femmes du monde et les infirmières et les ostéos et les chiros et que sais-je. Hein, on a quand même souvent un réseau assez important. Et malgré ce réseau que j'avais en Belgique, eh bien, personne n'avait pu m'aider dans l'allaitement avec mon aîné. Alors oui, j'avais une sage-femme qui venait à la maison, qui m'aidait, etc. Mais en fait, enfin, ça allait mieux, mais ça me faisait toujours mal. Et ça a été un allaitement où, franchement, c'était plus un allaitement au biberon finalement qu'un allaitement au sein, tellement j'avais mal, tellement j'avais des crevasses importantes. Et évidemment, comme j'arrivais plus à mettre mon bébé au sein, elle ne grossissait pas, j'avais plus de lait. Donc voilà, je suis vraiment tombée dans toutes ces difficultés d'allaitement. Et Mm. en arrivant aux États-Unis, eh bien, je m'étais vraiment promis que je n'attendrais pas que les difficultés deviennent graves que pour pouvoir consulter. Parce que comme j'avais dans ma tête qu'à l'été, ça faisait mal, j'ai attendu pour ma première jusqu'à ce qu'en fait, ça explose complètement, quoi. Et là, je m'étais dit, tiens, je vais tout de suite consulter dès la maternité. C'était une maternité où il y avait une IBCLC, une consultante en allaitement. Donc tout de suite, vraiment le lendemain de la naissance de mon bébé, j'ai été la voir. Enfin voilà, j'ai tout de suite mis en place beaucoup plus de soutien. Et en fait, malgré ça, alors ça a été quand même mieux. J'ai eu moins mal, j'ai eu moins de crevasses, mais j'en ai quand même eu. Et donc malgré ça, voilà, ça n'a quand même pas été un allaitement de tout repos, un allaitement serein. J'ai réussi à allaiter mon deuxième bébé de manière exclusive pendant 6 mois, mais avec beaucoup de douleur quand même au début, et avec aussi un bébé qui décroche sa courbe de poids aux alentours de 5 6 mois. Et c'est là, en fait, où, entre guillemets, toutes mes interrogations sont arrivées, où j'ai démarré aussi cette formation pour devenir consultante en allaitement IBCLC, qui m'avait donné, en fait, beaucoup de clés pour mieux démarrer cet allaitement que mon premier allaitement, mais qui, malgré tout, n'avait pas été suffisant parce que j'avais quand même des difficultés d'allaitement, finalement. Et donc, et déjà, cette formation de l'IDBCLC m'avait quand même bien ouvert les yeux sur plein de choses aussi, hein. De nouveau, j'étais dans les études, c'était très intéressant. J'ai vraiment appris plein de choses sur l'allaitement que j'avais pas du tout appris en tant que médecin généraliste pendant ma formation.
Et donc voilà, et c'est comme ça que petit à petit, là à ce moment-là, quand mon fils, mon bébé de 6 mois décrochait sa courbe de poids, j'ai rencontré une IBCLC, Rosalba, je l'oublierai jamais, qui est devenue un peu pour moi une mentor en fait, hein, finalement, quand j'étais là-bas à Houston à cette époque-là et qui m'a dit, ben Caroline, ton bébé, il a un frein lingual restrictif. Et alors, je me souviendrai toujours, j'avais rien compris parce qu'à ce moment-là, c'est ma première année aux États-Unis, je comprenais pas bien l'anglais. Et elle m'a dit, tiens, ouvre un peu la bouche. Et elle m'a dit, ah ben oui, toi aussi, tu as un palais haut et étroit. Moi, j'avais rien compris, quoi. Je disais, ah, mais qu'est-ce qu'elle veut avec mon palais? C'est quoi le rapport? Enfin, Avec mon bébé, mon allaitement. oui, oui, c'est ça, quoi. Et donc, tu vois, elle m'avait raconté plein de trucs et j'étais là, oh là là, c'est quoi tout ça? On m'en a jamais parlé dans mon cours d'IBCLC. Et alors, je suis sortie de là un petit peu perdue. De toute façon, tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était que mon bébé reprenne du poids. Donc, j'avoue que je suis rentrée chez moi, j'ai pris un biberon de lait en poudre, je lui ai foutu dans la bouche. J'ai dit, écoute, maintenant, mon vieux, il faut que tu reprennes du poids. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et j'étais déjà très contente à cette époque-là d'avoir réussi à l'allaiter pendant 6 mois. En fait, par rapport à mon aîné, c'était une véritable victoire. Donc, j'étais déjà méga fière. Mais elle m'avait laissé cette petite phrase en sortant du bureau, Caroline, tu es médecin. On reste en contact, tu dois savoir, je vais t'envoyer des informations, etc. Et elle avait vraiment été très délicate, euh, elle m'avait dit, bah, écoute, voilà, tu as le choix, soit tu tires ton lait, tu lui donnes, soit tu lui donnes du biberon de lait en poudre. Elle m'a dit, écoute, voilà, c'est toi qui décides, et moi je suis là, et reviens vers moi, et tu es médecin, donc on va rester en contact, quoi. Bon, j'avais pas trop compris, et puis elle a continué à m'envoyer. Un jour, elle me dit, bah, tiens, regarde Caroline, il y a une formation à Houston de 3 jours. Si ça t'intéresse, ben inscris-toi, quoi. Et voilà, j'avais été curieuse parce que c'est vrai que, oui, je comprenais pas pourquoi, en tant que maman et en tant que médecin, qui en plus j'étais IBCLC à l'époque, n'arrivais pas à allaiter sans avoir mal et sans avoir un bébé qui a des problèmes de poids, qui tire pas bien, etc. Et donc voilà, tout ça, c'est mon parcours en fait. C'est vraiment le le fait d'avoir eu du temps pour lire, pour me renseigner, pour prendre soin de mes allaitements, qui m'a menée sur toute ce chemin de l'allaitement et du lien de l'allaitement avec les fonctions oromaxillofaciales. Voilà, ça a vraiment, en fait, ça a été un long parcours parce que au début, je lui dis non, mais c'est bon, quoi, Rosalba, je vais lui donner du biberon de lait en poudre, ton frein lingual, va te le mettre là où je pense, quoi, hein. Voilà. Et puis elle m'a dit, oui, pas trop, enfin, t'inquiète pas, et reviens me voir. Si ton enfant grandit, qu'il se met à respirer par la bouche, qu'il a des difficultés de sommeil, tout ça, on se revoit et on en reparle. Et voilà, et c'est arrivé. Et quand mon fils, qui a grandi, où j'avais envoyé son frein lingual restrictif par la fenêtre, il a grandi et puis j'ai observé en fait, en effet, un développement de respiration buccale, des difficultés de sommeil. On devenait fou à la maison le soir parce qu'il voulait pas dormir. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, non, mais en fait, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Et puis voilà, ça a été tout le démarrage de l'histoire, en fait. Oui, en fait, c'est ta curiosité, parce que tu es quelqu'un de Oui. curieux, puis tu as quand même une vision aussi de la physiologie humaine, de la nature, qui fait que c'est la voie que tu voulais emprunter. Mhm. Puis j'entends que c'est comme ton parcours de médecin aux États-Unis qui t'a amené ailleurs et le fait Oui. que tu étais maman et que l'allaitement était important pour toi. Et cette Oui. formation à laquelle elle t'invitait, Rosalba, c'était une formation pour devenir IBCLC ou c'était... Non, en fait, c'était une formation supplémentaire sur les fonctions Ok, oromaxillofaciales, en fait, fonction dysfonction chez les bébés, en fait. Parce que, ça a été le début de cette ouais, histoire-là chez toi, de cette... exact, parce qu'entre-temps, j'étais devenue BCLC, donc je donnais des consultations d'allaitement. Et en fait, je réalisais que on avait beau remettre de la physiologie, tout était bien. Il y avait les parents, la maman comprenaient tout super bien, le bébé était bien mis au sein, elle l'allaitait à la demande, enfin toute la physiologie était là. Et je me retrouvais en fait avec des bébés qui avaient quand même des difficultés, enfin des diades mère-bébé, où il y avait des difficultés d'allaitement. Et en fait, on ne savait pas pourquoi, parce que cliniquement, avec ce que j'avais appris avec ma certification IBCLC, il y avait rien, tout était là. Ok, donc ça veut dire que dans la formation d'IBCLC, ils ne parlent pas des freins Mais linguo-restrictifs? il y avait 2 pages en fait. Il y avait juste 2 pages qui disaient, voilà, ça peut arriver. C'est une possibilité. Oui, Ok. exactement. Ben écoute, maintenant, dis-nous un petit peu alors
à partir de ce départ, parce que moi, je t'ai rencontré il y a 7 ans dans la formation que tu donnais donc sur les freins Oui. lingo-restrictifs, Mm. parce qu'au début, c'était quand même ton cheval de bataille, mais maintenant, je sais que Oui. ton regard s'est beaucoup élargi par rapport à toutes les dysfonctions oro-maxillofaciales. Oui, oui. Mais c'est vrai que voilà, cette Rosa Alba qui a regardé ma tête, ma bouche, mes dents, mon palais, ça m'a quand même pas mal intriguée aussi. Et donc c'est vrai que entre-temps, j'ai fait des rencontres et j'ai notamment, il y a eu une rencontre qui a été décisive, bah, c'était la rencontre avec Sleep Clinic en Belgique, hein, avec le docteur Paul Wulman, qui est le Mhm. fondateur de cette fameuse Sleep Clinic, qui quand je l'ai rencontré m'a expliqué que quand il recevait un patient apnéique, il leur demandait s'ils avaient été allaités et combien de temps ils avaient été allaités. Et donc ça a énormément attiré mon attention parce que c'est vrai que moi, je réalisais, enfin, tu vois, mon petit garçon, là, hein, qui avait été allaité 6 mois, eh bien, il était en fait en train de développer des apnées obstructives du sommeil. On ne l'a pas testé à l'époque, mais il avait clairement tous les symptômes, ou en tout cas, il allait le devenir si on ne faisait rien. Et donc, c'est vraiment grâce à Sleep Clinic aussi que j'ai vraiment compris cette connexion entre la succion du bébé au sein et la respiration et le sommeil. Et du coup, en fait, ces problématiques de sommeil, de respiration, de troubles respiratoires du sommeil obstructif, de ronflement, qui plus tard peuvent devenir en fait ces fameuses apnées obstructives du sommeil. Donc, ça a aussi été une rencontre vraiment hyper importante et voilà, qui a fait que je suis tombée encore un petit peu plus profondément dans cette marmite de ce qu'on appelle maintenant les dysfonctions oromaxillofaciales, mais en fait qui commencent à la naissance, qui commencent même en préconception et qui, si on ne fait rien, elles vont évoluer petit à petit en fait vers l'apnée obstructive du sommeil au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend un petit peu le degré des dysfonctions qu'il y Mhm. a à la naissance et qui avait en fait cette ligne du temps, cette évolution. Ça, c'est vraiment grâce à Sleep Clinic que j'ai compris ça. Et ensemble, en fait, on a vraiment, c'est comme si ensemble, on avait mis deux pièces de puzzle ensemble. Moi, j'arrivais avec la périnatalité et eux, ils arrivaient en fait avec les pathologies chroniques des Adulte. adultes, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ben, parle-nous un petit peu de toute toute cette sphère oro-maxillofaciale, puis après, on regardera un petit peu les dysfonctions, puis qu'est-ce qui fait que Ouais, on a un impact vraiment important qui peut être fait ben, dans la petite enfance, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la prévention, puis je sais que ça t'intéresse ouais, aussi parce que c'est là ouais, qu'on va vraiment avoir exact. un impact intéressant. Alors, dis-nous un petit peu. Oui. Alors, c'est vrai que les fonctions romaxillofaciales, c'est tout ce qui va toucher à la sphère du visage, de la bouche, du nez. Donc, typiquement, alors, elles fonctionnent ensemble, mais pour les nommer, ben, évidemment, je vais les nommer séparément, mais il faut savoir qu'elles, c'est vraiment un tout, c'est un ensemble. Donc, on va d'abord avoir la ventilation nasale, donc le fait de respirer par son nez, qui va avoir une importance primordiale, cruciale, parce que cette respiration par le nez, elle va permettre plein de choses. Elle va permettre de fabriquer en fait une molécule gazeuse qu'on va appeler le NO, le monoxyde d'azote, qui va avoir un effet en fait antimicrobe, antivirus, mais aussi vasodilatateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette molécule, elle va ouvrir en fait nos vaisseaux sanguins pour que l'oxygène puisse aller partout dans notre corps, même dans les tissus les plus profonds, même à Mhm. travers les toutes petites artérioles. Et on sait que le temps de demi-vie de ce gaz, c'est-à-dire que dès qu'on arrête de respirer par le nez, eh bien en fait, il n'y a plus de gaz. Et donc on va avoir une vasoconstriction, on va avoir une fermeture des vaisseaux sanguins en fait partout au niveau du corps. Donc voilà, ce héno, en fait, il a un peu un côté magique, mais uniquement toujours grâce à la respiration par le nez. Alors la respiration par le nez, elle va permettre également à notre squelette orofacial de bien grandir par différentes manières. Donc, on a cette ventilation par le nez qui est vraiment très, très importante. On a aussi ben, la succion du bébé au sein. OK? Cette succion du bébé au sein qui est vraiment, qui va permettre, en fait, grâce à des mouvements spécifiques de la langue, mais aussi grâce à un recrutement spécifique de certains muscles au niveau du visage, dont les masséters, qui sont les muscles principaux de la mastication, cette succion du bébé au sein, ben, en fait, elle prépare toutes les autres fonctions oromaxillofaciales, ben, la mastigation, et puis après la mastigation vient la déglutition. Et puis en fait, après tout ça, on va aussi avoir ben, toute la parole, les mots, le fait de parler, le fait d'articuler. Et en fait, tout ça est représenté selon une pyramide où tout en dessous, en fait, on a d'abord la ventilation par le nez. Et un petit exemple pour bien comprendre, si on se bouche le nez, enfin si le bébé a le nez bouché,
il va avoir des difficultés à téter au sein de sa maman. Il va pas ça va être compliqué, quoi. Il va devoir forcer pour y arriver, ou bien il va pas y arriver du tout. Donc cette ventilation par le nez, en fait, c'est vraiment la base de la pyramide. Et tant que ce nez ne fonctionne pas, eh bien, il n'y a aucune des fonctions oromaxillofaciales qui pourront fonctionner. Je me bouche le nez, je vais pas réussir, ça va être plus difficile pour moi de manger un morceau de pomme. Et Oui, donc, du puis coup, c'est plus il difficile de faut savoir l'avaler. aussi qu'un bébé ne respire que par le nez. Dans le Voilà, début de sa vie, même s'il a la bouche ouverte, il ne respire de toute façon que exact, par le nez. J'explique souvent exactement. ça aux parents parce que ils disent, ben oui, quand je leur dis, ben ferme la bouche de ton bébé, puis essaye d'aller placer la langue au palais par des petits massages et tout. Oui, Oui, mais s'il doit respirer, mais de toute façon, il ne respire que par le nez. exact. Donc ça, c'est intéressant de savoir que. Exactement. Mhm. Exactement. Et donc, ça veut dire que beaucoup de bébés qui, par exemple, ont le nez bouché vont devoir forcer très fort pour y arriver. Et donc, du coup, ces compensations vont donner lieu à toute une série de symptômes comme les coliques, le reflux, les difficultés de sommeil, voilà, plein de choses en fait. Donc voilà. Et en fait, cette succion du bébé au sein, c'est aussi un prérequis pour les futures fonctions oromaxillofaciales, en fait. C'est vraiment la succion du bébé au sein sur plusieurs années qu'on est en train de réaliser, hein. Lady Sapiens, elle allaitait ses enfants sur plusieurs années. Et en fait, cet entraînement au sein non écourté qui va vraiment permettre, en fait, à l'enfant par la suite de bien mastiquer, de bien avaler, même de bien parler, en fait. Euh, donc voilà, il y a vraiment un impact, il y a vraiment ce prérequis de la base de la pyramide avec la ventilation par le nez et l'allaitement maternel au sein. Est-ce Euh, est-ce que tu peux faire une petite distinction parce il y a de plus en plus de mamans qui disent je tire mon lait et je lui donne à la oui, bouteille pour X raisons, oui, de vraiment expliquer quelle est la différence avec la bouteille. oui. En fait, quand le bébé, donc déjà, donc la succion du bébé au sein va recruter en fait les bonnes fonctions oromaxillofaciales. Et bon, c'est tout un mécanisme, hein, c'est tout un système entre la maman et son bébé, avec le réflexe d'éjection du lait, qui est tout à fait normal et qui est vraiment nécessaire. Hein, les petites mains du bébé qui viennent masser le sein de la maman sous forme réflexe pour faire venir le lait, enfin pour encourager également le lait à sortir. Et puis cette succion, en fait, pendant la succion du bébé au sein, la langue va être recrutée de manière différente que la succion du bébé au biberon. En fait, au sein, il va vraiment être obligé de déglutir avec cette déglutition haute. OK? Et donc, du coup, vraiment, cette langue va chaque fois aller, si on peut dire ça comme ça, hein, de manière simpliste, taper sur le palais et mettre des pressions physiologiques, donc normales au niveau du palais, pour que celui-ci puisse bien grandir. Alors qu'en fait, au biberon, eh bien, le bébé va pincer. Il y a moins de mouvements de langue. Mhm. Oui, il y a vraiment moins de mouvements en fait parce que ben, la tétine, elle est grosse, donc elle va prendre beaucoup de place. Alors que le mamelon d'une maman, ben, il va vraiment, je regarde où j'ai mis, voilà, ici, voilà, il va vraiment s'étirer, s'affiner dans la bouche du bébé. Donc du coup, il va vraiment laisser de la place pour la langue pour faire son job et pour aller mettre les pressions là où elle doit aller mettre de la pression. Et alors aussi, cette succion au biberon va recruter beaucoup plus les muscles accessoires de la mastication. Donc en fait, il va y avoir des compensations. Le bébé, c'est comme s'il devait s'agripper de manière différente au biberon que, au sein. Euh, Et puis, comme tu disais, mince. plus écrasé que Et- de venir l'avancée du menton et de la Exactement. langue qui fait que le sein va Voilà. donner Et le alors, le lait. biberon, ben, souvent, il y a beaucoup de. Les petits trous du biberon sont très larges, sont très gros. Et donc, quand on met le biberon à la verticale, le lait coule tout seul. Donc, en fait, le bébé ne doit pas faire d'effort pour avoir du lait. Le lait coule tout seul. Alors, on va dire que le lait coule tout seul aussi avec le réflexe d'éjection, OK? Mais en fait, c'est quand même. Il n'y a pas que le réflexe d'éjection. En fait, c'est vraiment. C'est un tout. Enfin, il y a aussi ce bébé qui doit faire un effort pour pouvoir tirer le lait. Quand il arrête de téter au sein de sa maman, le lait va s'arrêter. Oui, il y a peut-être encore quelques petites gouttes qui vont sortir, mais le lait s'arrête. Alors que quand on donne le biberon, quand le bébé a envie de s'arrêter, ben, le lait, lui, il continue à couler. Et donc, en fait, il va avaler, 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 il va lâcher parce qu'il va s'étouffer, ça va trop vite. Et puis, il va reprendre le biberon et puis va le relâcher. Et en fait, ça va finalement activer aussi son système orthosympathique, son système d'urgence, de danger, parce que ça va trop vite, c'est pas les mêmes mécanismes, le corps ne reconnaît pas ça, il doit compenser pour y arriver. Donc, du coup, ça crée des tensions, c'est désagréable. Et en fait, il y a, voilà, cette activation, cette dérégulation du système vagal aussi. Mhm.
Donc voilà, ça c'est un petit peu grosso modo la différence entre la succion du bébé au sein qui recrute les fonctions oromaxillofaciales de manière physiologique et la succion du bébé au biberon qui ne donne pas les mêmes recrutements au niveau musculaire, que ce soit au niveau du visage ou au niveau de la langue, et qui aussi va activer ce système orthosympathique un peu d'urgence, Mhm. d'inconfort, parce que le lait coule tout seul et que en fait c'est too much quoi. Oui, tout à fait. Donc là, on est à la deuxième étage de la pyramide, donc la Exact. respiration nasale. Après, on vient de parler de la déglutition. Mhm. Oui, Mhm. et donc en fait, cette déglutition, elle va évoluer avec le temps. On parle de déglutition primaire, déglutition secondaire, on parle de déglutition enfant et déglutition adulte. Alors le mot déglutition adulte est très très mal choisi parce que en fait, cette déglutition, elle va vraiment évoluer les 3 premières années de vie. Et en fait, vers 3 4 ans, normalement avant l'âge de 5, de 6 7 ans, grand maximum, l'enfant, la déglutition de l'enfant est censée avoir évolué, avoir grandi, à être plus mature grâce à cet entraînement du bébé au sein. Pour résumer, pour faire un petit peu simple, c'est un peu l'équivalent d'une déglutition langue basse. Pour déglutir, le bébé, il va faire ça. Alors que la déglutition secondaire, donc moi je vais plutôt utiliser le terme de déglutition secondaire parce que voilà, ce terme adulte ne correspond pas du tout à l'âge de cette maturation. Oui. Cette déglutition secondaire, elle va plutôt se faire en langue haute. La langue, pendant la déglutition, va justement aller taper sur le palais pour l'agrandir. Et en fait, ce qui permet mieux de faire, euh, oui, cet allaitement au sein maternel. Et donc, il faut une évolution de cette déglutition parce que si l'enfant continue ou l'adulte continue à déglutir en mode primaire, ben, à un moment donné, il va pousser sur les dents, il va aller modifier en fait l'occlusion dentaire. C'est vraiment important que la langue puisse rester à l'intérieur et que les dents puissent se refermer. Alors là, j'ai pas une bonne occlusion avec ma bouche, mais voilà, voilà, que l'occlusion puisse vraiment se faire correctement pour aller libérer les voies respiratoires supérieures pour s'assurer en fait que ce bébé, cet enfant plus tard puisse bien respirer par son nez. Mhm. Super. Puis donc, il y a beaucoup de choses de toute la santé euh, oro-maxillofaciale qui commence avec l'allaitement, là, mais bon, Oui, c'est que ça commence aussi, on va parler de oui, prévention tout à l'heure, de oui, voir. Alors, quelles sont les dysfonctions qu'on rencontre et qu'est-ce qui fait qu'on rencontre de plus en plus de dysfonctions? Moi, je le vois dans ma pratique d'ostéo. oui, Maintenant, avant, c'était les problèmes de sommeil, c'était des problèmes de digestion. Les premières raisons de consultation, aujourd'hui, les oui. premières raisons de consultation, c'est des problèmes d'allaitement. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, ben, tout ce qui va être dysfonction, ben, voilà, c'est les difficultés d'allaitement au sein. Ça va être ben, un problème de ventilation nasale, un nez qui se bouge, enfin, en tout cas, une ventilation nasale qui ne peut pas se faire correctement pour X ou Y raison. Ça peut être un nez qui se bouche, mais ça peut être aussi des blocages, des obstacles au niveau des voies respiratoires supérieures avec des végétations œdémaciées ou des amygdales œdémaciées également. Donc voilà, il y a toute une série, il y a tout un bilan du coup qu'il faudra faire qui va être recommandé en tout cas. Mais ça va être aussi toutes les difficultés de mastigation, hein, le fait de ne pas réussir à bien mastiquer, d'avaler des gros morceaux, une déglutition bah, qui ne s'intègre pas et qui reste en position basse d'avant, enfin d'arrière vers l'avant. Et alors tous les problèmes aussi d'articulation, parce que pour pouvoir articuler, il faut au départ avoir des bonnes fonctions oromaxillofaciales. Donc l'articulation, elle arrive vraiment tout au-dessus de la pyramide des fonctions oromaxillofaciales. Donc ça, c'est vraiment toutes les dysfonctions en fait. C'est vraiment quand les fonctions oromaxillofaciales ne se font pas proprement. Alors, pourquoi en fait est-ce qu'il y en a de plus en plus? Ben, en fait, on peut vraiment observer moi j'appelle ça une involution du crâne et des mâchoires humaines en fait. Quand on déterre des crânes anciens, les crânes anciens ne ressemblaient pas du tout à ce genre de crâne. Les crânes anciens, ben, ils avaient des mâchoires beaucoup plus larges. Nos crânes à nous, ils sont très verticalisés, alors que les crânes anciens étaient très Oui. horizontalisés. Ils Surtout étaient ici, bien hein. larges. Voilà, exactement. Et donc, on voit vraiment une involution, en fait, de nos crânes, qui, du coup, ben voilà, si la structure osseuse change, ben, évidemment, la succion du bébé au sein va plus être la même. Il va rencontrer des difficultés. Les mécanismes ne vont plus être tout à fait les mêmes.
D'où voilà cette difficulté pour un bébé qui va naître avec un palais haut, étroit, une rétrognathe, micrognathe. Il va avoir plus de difficultés à aller attraper le sein et à rester calé au sein et à faire les mouvements. Donc voilà, ça c'est une première raison. Alors la question, pourquoi est-ce que ces crânes involus? Ben, en fait, la première raison, c'est qu'on a affaire probablement à la quatrième génération de bébés non allaités. Or, on vient d'expliquer que l'allaitement maternel au sein était crucial pour ce développement crânio-maxillofacial et pour toutes ces fonctions oromaxillofaciales. Donc ça, voilà, on a vraiment affaire à cette quatrième de génération de bébés non allaités ou allaités de manière écourtée, hein, parce que voilà, on parle d'un allaitement quand même physiologique sur plusieurs années qui n'est plus possible pour les femmes aujourd'hui, hein, parce qu'on est obligé de retourner au travail au bout de 3 mois. On n'a plus le soutien. Hein, Lady Sapiens, elle vivait en mode tribal, donc elle avait le soutien de ses pairs PAIRS. Elle avait du soutien, elle avait de l'aide. Elle n'était probablement pas la seule à allaiter son bébé. Hein. Si elle avait un problème, il y avait toujours bien une maman qui était là pour prendre le relais et éventuellement nourrir le bébé s'il fallait le nourrir. Donc elle avait beaucoup de relais, ce que les mamans n'ont plus aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment l'écourtement de l'allaitement maternel. Il y a également l'industrie agroalimentaire. Donc nous mangeons des aliments qui sont surcuits et qui sont transformés et qui du coup sont mous, qui fait qu'on n'a plus le temps de mastiquer. On mange vite vite, c'est tout mou, on avale tout rond. Or, qu'est-ce qui va prendre le relais de l'allaitement maternel pour garder nos structures osseuses en bonne santé? Ben, c'est la mastication. Voilà, moi je fais toujours le parallèle avec l'ostéoporose. La meilleure prévention qu'on puisse faire pour l'ostéoporose, ben, c'est de bouger, c'est d'aller faire du poids, d'aller faire des poids, d'aller faire des haltères en fait, de faire bouger nos os. Ben, en fait, pour les mâchoires, ça va être la mastigation. En fait, l'haltère, le body pump des mâchoires, ça va être en fait, après l'allaitement maternel, ben, c'est la mastigation. Donc voilà, il y a vraiment, il y a ça. Alors, il y a aussi probablement toute la pollution environnementale, les polluants éternels, etc. On sait que ça impacte la croissance osseuse. Donc voilà, donc il y a aussi un impact par rapport à ça et aussi par rapport à tout ce qui est allergie, tous ces nez bouchés, ce nez qui se bouche de manière chronique parce que les muqueuses nasales sont plus irritées à cause de l'environnement ben, pollué autour de nous va faire que on va plus souvent tomber malade, on va plus souvent avoir des rhumes qu'avant, plus vite être allergique parce qu'il y a cette irritation chronique via l'air ambiant pollué, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur de nos maisons aussi. On oublie beaucoup, il y a plus de pollution à l'intérieur des maisons que dehors. Mhm. Donc, c'est un petit peu tout cet ensemble-là. Alors, l'alimentation industrielle, elle est pauvre en vitamines aussi. Or, on sait que justement, pour avoir une bonne croissance osseuse, c'est important d'avoir une bonne quantité de minéraux et de vitamines liposolubles. Donc, c'est un petit peu tout ça ensemble qui fait que nos mâchoires rétrécissent et que du coup, en fait, on se retrouve face à une quantité impressionnante de difficultés d'allaitement et même plus tard d'enfants qui vont avoir des difficultés de sommeil, même d'articulation, hein, parce que si la mâchoire, oups, il se démantibule, mais c'est pas grave. Les mâchoires rétrécissent, ben, la langue va moins bien parce que la langue, elle n'a pas rétréci en fait. Et donc, du coup, cette langue ne va plus savoir où se positionner parce qu'il n'y a pas de place. En fait, il n'y a plus de place pour la langue. Et donc, ça va créer, voilà, toutes sortes de troubles articulatoires, voilà, qui vont avec, quoi. Oui, c'est ça, il n'y a plus de place dans le palais pour la langue. Et Exact. donc, c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de bébés qui gardent la bouche ouverte parce qu'il y a plus de place en bas, dans le plancher de la langue, Oui, que ici, quand tout ça est très étroit. Puis, oui. c'est ça, tu l'as dit, l'alimentation étant devenue de plus en plus molle, ben, la fonction crée l'organe. Donc, étant donné que je dis souvent à mes patients, je dis la génération des 30, 25, 40 ans maintenant, généralement, ils n'ont plus de dents de sagesse. Mhm, Alors exactement. que ma génération, qui est une génération au-dessus, on a Oui, quasiment tous encore nos dents de sagesse oui, ou oui. bon, c'est quand même très, très rare qu'on ait dû se faire enlever les dents de sagesse. Alors, ça s'est pas passé en une génération, mais c'est quand Mhm. même le résultat de quelques générations qui fait qu'on a quand même perdu 4 dents. Exactement. En fait, en effet, dans les causes, et c'est vrai que j'ai pas cité, il y a eu aussi ces extractions dentaires, et même pas que des dents de sagesse, mais même la deuxième molaire a beaucoup été enlevée parce que comme les orthodontistes observaient des visages plus étroits, bah, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va enlever des dents, comme ça on va faire de la place. Alors qu'en fait, il fallait faire grandir le visage. Et en fait, quand on enlève une dent, au niveau de la cicatrisation, il y a une rétraction. Et donc, en fait, la mâchoire va rétrécir. Chaque fois qu'on enlève une dent,
la mâchoire, elle s'affaisse parce que c'est le système, la cicatrisation fonctionne comme ça. Mhm. Et donc, du coup, il y a aussi voilà, cette histoire intergénérationnelle où on enlève les dents de sagesse, les mâchoires rétrécissent, et puis on se met à enlever les deuxièmes molaires, ça continue à rétrécir. Et en fait, si on ne fait rien, on ne fait que aggraver en fait, le phénomène, ce phénomène-là. Donc, voilà, il y a aussi eu toutes ces extractions de dents, de sagesse, mais pas que. Et c'est vrai moi, je me suis amusée à faire un petit calcul amusant hein, quand on prend la manière dont on calcule l'espace intermolaire, donc l'espace qu'il y a entre les molaires chez les enfants et chez les adolescents. Euh, donc, il y a une manière de calculer, en fait, ah tiens, à tel âge, il doit avoir autant de millimètres. Eh bien, j'ai retrouvé une étude qui comparait l'espace intermolaire de personnes saines à l'espace intermolaire de personnes qui avaient eu une fente palatine, par exemple. Et donc, moi, évidemment, j'ai repris le tableau des personnes saines. Et en fait, en moins de 30 ans, on a perdu entre 5 et 20% d'espace intermolaire à travers les âges. Et on voit que l'espace intermolaire grandit beaucoup plus lentement. Donc en fait, on se retrouve avec des bébés qui, par exemple, alors je connais plus les chiffres par cœur, mais si je me souviens bien, à 3 ans, on atteint 40 millimètres d'espace intermolaire il y a 30 ans d'ici. Aujourd'hui, quand on en a 32, on est super content, quoi. Donc on a vraiment Oui, un palais qui perdu. est plus étroit, un palais qui est Oui, vraiment plus étroit, mais oui. plus étroit ici veut dire plus haut ici aussi. Exactement, avec un visage du coup qui va s'allonger et du coup une respiration nasale par le nez parce que le palais c'est le plancher du nez hein. Mhm. Alors j'ai Mhm. mon crâne qui s'est un peu démantibulé mais c'est pas grave. Voilà, ici j'ai le palais mais on voit bien que c'est le plancher du nez, c'est exactement la même chose mais donc du coup le fait d'avoir un palais bien développé, c'est un nez qui va pouvoir bien respirer de manière plus facile, plus fluide, sans forcer, sans compenser. Ouais, et puis un palais bien développé, ça veut dire un palais qui s'est bien élargi par la position de la langue et donc qui est descendu aussi, Ouais. qui fait que ça vient comme ouvrir tout ça. OK, Mhm. donc prévention, qu'est-ce Oui, qu'on peut faire par rapport à tout ça? oui. Alors, ben, plein de choses parce que c'est vrai que c'est un tableau un peu noir. Hein, on se dit, oh my God, mais alors on est foutu, quoi. Bon, non, on n'est pas foutu. Parce qu'avec la médecine actuelle, il faut quand même reconnaître que la médecine actuelle est vraiment capable de faire plein de belles choses. Hein. Bon, il n'y a pas toujours des bonnes choses, mais il y a quand même la médecine actuelle et en mettant de la prévention à la maison, on va pouvoir guérir 100% des enfants. Ça, j'ai vraiment pas peur de le dire. S'ils sont pris en charge très tôt, on peut tous les guérir. Donc ça, c'est déjà une super bonne nouvelle. Alors comment? D'abord, un, comme tu dis, ben, prévention. Prévention à la maison. Alors premièrement, un, ben, c'est vraiment essayer de traiter les femmes enceintes ou peut-être même mieux encore traiter les futurs parents. Parce que Mhm. maintenant, on sait que par exemple, ben, moi, alors c'est une manière un peu imagée, mais moi j'aime rigoler en disant, ben ouais, si vous avez un spermatozoïde qui ronfle, qui rencontre un ovule qui ronfle, ben en fait, ça va faire un bébé qui va avoir des dysfonctions oromaxillofaciales à la maison. Et on commence à en avoir la preuve par des études cliniques qui ont quand même démontré que euh, une maman qui est enceinte, qui ronfle pendant sa grossesse, a plus de chances d'avoir un bébé qui va naître avec un palais haut et étroit et une petite mâchoire du bas qui va être rétractée vers l'arrière. Donc, mon spermatozoïde ronfleur et mon ovule ronfleur ont probablement beaucoup de sens. Mais donc, du coup, ça vaut vraiment la peine de d'abord un traiter. Et là, on va aller traiter les futurs parents. Voilà. Mhm. Ouais. Traiter les futurs parents, c'est faire de la prévention pour futurs bébés. Si ça n'a pas pu être le cas, pour X ou Y raison, on va du coup ben, s'intéresser à la femme enceinte. Du coup, c'est vraiment intéressant ben, de l'interpeller, de lui demander, tiens, madame, comment est-ce que vous respirez? Par le nez, par la bouche, est-ce que vous ronflez? Et donc, du coup, de mettre en place, par exemple, un petit truc tout simple, des lavages de nez. Le fait de se moucher. Vraiment s'assurer que cette maman enceinte, elle ait un nez bien dégagé. Parce que ça, c'est la première étape. OK? Un nez bien dégagé, donc se moucher, faire des lavages de nez, et alors stimuler cette respiration nasale, voilà, avec du yoga, des techniques de respiration par le nez, la respiration alternée, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour vraiment favoriser cette respiration par le nez de cette maman qui est enceinte. Les Et petits juste, élargisseurs de nez aussi. oui, c'est exact, tout à fait, oui, des écarteurs narinaires pour dormir. Et alors juste le fait de le savoir, parce que parfois on a l'impression que c'est normal de respirer par la bouche. Mais quand on prend conscience de ça, ben, du coup, la maman peut y penser dans son quotidien et penser non-stop à respirer par son nez.
Donc voilà. Donc, et alors, ben, pourquoi pas la mettre en traitement avec de la thérapie myofonctionnelle où là, ben, on va aller rééduquer les fonctions oromaxillofaciales avec un thérapeute. Voilà. Plus tous les ajustements, tu vois, tu es ostéopathe, tous les ajustements ostéopathiques pour de libérer les voies mâchoire. respiratoires, Ouais. voilà, supérieures. Donc Mhm. voilà, donc il y a vraiment moyen de faire de la belle prévention, c'est simple, c'est pas très coûteux, chez ces mamans qui attendent un petit loulou et pour vraiment diminuer ce risque de dysfonction oromaxillofaciale à la naissance. Donc voilà, Et ça. là, juste, Caroline, pour bien comprendre, ça veut dire l'impact de la respiration de la maman sur son bébé et l'éventuelle rétrognattie, etc. Mhm. C'est juste parce qu'elle va être mieux oxygénée, elle. Oui. Et donc le placenta et donc le bébé. Oui, oui, tout C'est à ça. fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en jeu aussi, voilà, mais clairement, c'est une histoire d'oxygénation optimale à travers le placenta. Et donc aussi, en faisant ça, on fait plein de préventions sous tout ce qui est prééclampsie, diabète de grossesse aussi, parce qu'il y a un impact entre la respiration et la régulation du métabolisme. Ouais. Impact également sur la prématurité, parce que voilà, c'est une histoire d'oxygénation optimale entre maman et bébé pendant tout le développement du bébé pendant la grossesse. Donc, tout Le à poids fait. du bébé aussi, tu sais, des bébés Oui. de petits poids qui vont... Mhm, ouais, mhm. ouais. Tout à Mhm. fait, exactement. Donc voilà, Super. tu Bon, vois, ça, ça c'est... c'est déjà le premier type de prévention qu'on peut faire, ce Mhm. qui est déjà énorme, quoi. Voilà, c'est pas compliqué, c'est des lavages de nez, un écarteur narinaire, des ajustements ostéopathiques, se moucher, en avoir conscience. Et alors oui, éventuellement, là on rentre, c'est plus de la prévention, c'est de la thérapie, avec de la thérapie myofonctionnelle, avec en effet, voilà, avec un thérapeute si besoin d'aller plus loin, quoi. Mhm. Et pendant la grossesse, là, on parle de ça, peut-être que tu vas en parler aussi, c'est tout ce qui peut être complément alimentaire parce qu'il y a des carences maintenant avec Tout tout à ce fait. toute notre alimentation, etc. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais donc oui, il va y avoir, parce qu'on sait que voilà, ces vitamines liposolubles sont super importantes pour la croissance du bébé. Donc c'est toutes les vitamines A, D, E, K que la maman peut prendre, tous les minéraux et alors probablement l'iode aussi. Alors en fait, on sait que l'iode, ce qu'on sait de l'iode, c'est que l'iode a un pouvoir d'apoptose cellulaire. Donc vraiment, va avoir un impact très important sur comment les fonctions oromaxillofaciales vont se développer et notamment comment la langue va pouvoir se séparer au niveau du plancher buccal. Et probablement aussi qu'il y a une histoire d'iode dans cette affaire parce qu'il y a quand même eu une étude clinique du côté de Nice en France il y a quelques années d'ici sur plusieurs centaines de femmes qui a quand même démontré que les trois quarts d'entre elles étaient en manque chronique moyenne à sévère d'iode. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et voilà, on sait que l'iode, elle impacte le QI. Enfin, mais, voilà, l'iode est super, super important pour tout l'organisme, pas que pour la thyroïde, mais pour tout le système digestif, pour les glandes mammaires aussi, de la maman, de la future maman qui va allaiter. Euh, voilà, ce rôle de l'iode est probablement beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense. Euh, et donc voilà, il y a probablement aussi à mettre dans les compléments alimentaires des mamans, c'est de l'iode. C'est de l'iode pendant la grossesse parce qu'on sait aussi que la consommation d'iode par le bébé va demander beaucoup plus d'apport en iode. Or, on a une alimentation très pauvre en iode. Voilà, soit il faut aller à la mer, soit il faut manger du poisson. Et il n'y a plus personne qui mange du poisson, quoi. Le poisson est devenu un aliment complètement délaissé. Donc voilà, il y a vraiment ce manque chronique d'iode, probablement, très certainement à mettre dans l'alimentation des mamans. Oui. Mhm. Mhm. Puis, on parle aussi beaucoup de l'acide folique. Oui, c'est vrai. Alors en fait, certains auteurs, parce qu'en fait, par exemple, ça c'est en lien avec le frein lingual restrictif, hein. Donc le frein lingual, c'est vraiment cette membrane qu'on a tous sous la langue, hein, cette petite membrane qui relie la langue au plancher buccal. Donc on a tous un frénélum lingual, on a tous un frein lingual, mais parfois on peut avoir un frein lingual qui est restrictif. Il est restrictif quand il va empêcher les fonctions oromaxillofaciales ben, de s'exprimer librement. OK? Plein de manières. Et donc voilà, donc à ce moment-là, on va parler d'un frénélum lingual restrictif, d'un frein de langue restrictif. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? L'acide folique. Oui, c'est ça, l'acide folique. Et donc, certains auteurs
explique que ce frein lingual restrictif est une malformation congénitale en lien avec la ligne médiane, en lien avec la fermeture du tube neural. Or, on sait que l'acide folique, les vitamines B sont super importantes pour cette fermeture correcte au niveau du tube neural. Et en fait, il y a une différence entre les folates et l'acide folique. L'acide folique, c'est une molécule qui a été inventée par le Big Pharma parce que les folates, en complément alimentaire, coûtent plus cher, sont moins stables et donc du coup, ça coûte plus cher pour les fabriquer en vitamines. Et donc, l'industrie a développé en fait l'acide folique, mais cet acide folique, pour être intégré, doit être métabolisé par le foie par une enzyme. Et en fait, on réalise que beaucoup de personnes ont cette enzyme, mais cette enzyme qui ne fonctionne plus bien ou carrément plus du tout. Et donc finalement, peu de personnes sont capables de métaboliser cet acide folique créé par l'industrie pharma en méthylfolate, en fait, qui est la molécule active pour euh, éviter les malformations du tube neural. Et donc, du coup, beaucoup de mamans, en fait, à un moment donné, prennent encore de l'acide folique, mais du coup, vont accumuler cet acide folique dans le corps parce que ne peuvent pas le métaboliser en folate actif et que cet acide folique non métabolisé pourrait aussi impacter peut-être cette histoire de ligne médiane et de frein lingual restrictif. Tout comme le manque de folate qui a un rôle dans l'apoptose cellulaire, pourrait également avoir une implication sur ce frein lingual restrictif. Ah oui, le Alors, manque c'est des d'iode. hypothèses. Le manque d'iode pour l'apoptose, c'est Et ça. alors, ce manque d'iode, je pense que certains auteurs se sont vraiment focalisés sur cet acide folique, ce qui est peut-être correct, hein, mais fondamentalement, on n'a pas de preuves fortes qui montrent ce lien entre acide folique et frein lingual restrictif, tout comme nous n'avons pas non plus de preuves fortes entre l'iode et ce frein lingual restrictif. Mais voilà, c'est le bon sens. Pour moi, c'est le bon sens physiopathologique qui nous fait penser à ça. Et que du coup, ben, c'est clair qu'en prévention, on devrait aussi donner très certainement des folates activés, donc des multivitamines, mais avec du méthylfolate et non pas de l'acide folique, et complément d'iode pour avoir cet effet d'apoptose cellulaire. Donc, c'est pas qu'une chose, c'est vraiment Mhm. un ensemble de choses. Voilà, il n'y a probablement pas un coupable. En médecine, il y a rarement un coupable, hein. C'est toujours Oui, oui, multifactoriel, comme on dit. oui, oui, c'est ça. C'est vraiment multifactoriel. Puis, et puis, bon, ben, ça fait pas longtemps non plus qu'on s'est intéressé à toute Mhm. cette sphère Oui. et des freins lingo-restrictifs Mhm. et de la sphère Oui, oui, oromaxillofaciale et oui, des c'est très problèmes nouveau. d'allaitement parce que je pense qu'on a répondu à une problématique Oui, qui n'était oui, sans doute pas assez criante avant. oui, Et donc, je oui, pense qu'on découvre petit à petit oui, tout des à choses. fait. Donc là, c'était la prévention au niveau de la maman pendant la grossesse. Est-ce Oui. que tu vois autre chose avant qu'on parle de prévention bébé? Mais je pense que c'est déjà pas mal, voilà, Oui. travailler sur l'alimentation, l'environnement, la respiration et le sommeil. Et je pense que pour moi, quand on a fait tout ça, normalement, on devrait avoir un bébé sain à la naissance. Oui, oui. OK. Mhm. Après, il y a tout l'impact de la naissance elle-même sur le bébé, Oui, avec tout ce qui oui, peut venir impacter le bébé. Plus il y a d'interventions pendant la naissance, mais c'est oui, encore, je trouve que c'est des informations à passer parce que parfois, quand on oui, connaît un petit peu les conséquences de certains actes, on peut les oui, contourner. Donc, oui, ça, c'est plus au niveau de la sphère. Ben, de toute la charnière oui. C0C1 et de tout l'impact sur la mâchoire et tout lors du passage du bébé. Oui, tout à fait. Et même au niveau de l'allaitement, en fait, tu vois, on sait que les interventions vont par exemple diminuer l'ocytocine naturelle de la maman. Or, cette ocytocine, c'est vraiment l'hormone qui va en fait permettre à l'allaitement de démarrer. Et Mhm. donc, en fait, le fait d'intervenir, toutes ces interventions médicales pendant la naissance, finalement, quelles qu'elles soient, vont impacter, en fait, peuvent impacter le démarrage de l'allaitement. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, cet allaitement, c'est vraiment le prérequis pour tout le reste. Et donc, on risque de louper ou on risque de rendre plus difficile, en fait, ce démarrage de l'allaitement qui est un prérequis absolument crucial pour la suite des choses, en fait, pour la suite de l'histoire des fonctions oromaxillofaciales. Donc, voilà, vraiment, en fait, ces fonctions oromaxillofaciales à la naissance, elles sont la suite logique, physiologique de la naissance.
voilà, respecter la physiologie de la naissance, c'est déjà respecter en fait la mise en place des fonctions oromaxillofaciales Mhm. à tout niveau, d'un point de vue mécanique, mais aussi d'un point de vue hormonal, d'un point, oui, vraiment absolument à tout niveau en fait. Oui, Mhm. Mhm. Oui, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que la mère puisse allaiter, mais donc ça rejoint tout le support que la mère peut avoir pour pouvoir allaiter en continu, oui, avoir son bébé sur elle pendant les oui. premières semaines, la séparation minimale Mhm. maman-bébé pour stimuler cette ocytocine. Donc il y a vraiment, c'est comme tout un engrenage dans lequel Oui, on rentre oui, et ce oui, sont des choses, je me rends compte dans ma pratique, qu'il faut euh, euh, renommer parce que les oui. gens souvent ne le savent pas. Pour eux, ah ben je vais donner mon lait, je vais tirer mon lait au biberon, le bébé va avoir mon lait. C'est comme Donc si tout va c'était bien, quoi. équivalent et Oui, une fois c'est délicat aussi hein, d'exprimer oui, ça parce que c'est de ne pas forcément remettre en question le choix des femmes qui oui, choisissent ça oui, pour X raisons. Mais je me rends compte quand même que c'est une information, une fois qu'elle est passée, de dire, ah, ok, mais ça, je ne le savais pas, ça change la donne, oui, et je vais peut-être faire oui. d'autres choix, tu sais. Oui, tout à fait. Non, non, exactement. Et c'est vrai qu'il faut. Alors après, j'ai aussi envie de dire, c'est pas facile pour les mamans parce que elles ne sont pas soutenues en fait. Donc, ce qui est très compliqué, c'est que même si on donne l'information, elles se retrouvent chez elles et elles se disent, mais comment je vais faire, quoi? Je vais jamais y arriver à l'été 3 ans alors que je dois retourner au travail dans 3 mois. J'ai d'autres enfants, j'ai pas de famille pour m'aider. Et donc, en fait, il y a vraiment toute aussi cette difficulté autour de la mère en termes de soutien où voilà, faire passer l'information, c'est une chose, et puis avoir cette possibilité en fait de l'appliquer, c'est encore une autre chose parce que notre société s'est complètement transformée et finalement ne respecte plus ce soutien du quatrième trimestre de grossesse, ce soutien des femmes et des enfants. À l'époque, dans les tribus cueilleurs-chasseurs, euh, ils prenaient soin des femmes et des enfants. C'était d'abord les femmes et les enfants, en fait, parce que les femmes et les enfants représentaient la, la survie de la tribu. Si les femmes et les enfants mouraient ou tombaient malades, ou si les femmes n'arrivaient pas à avoir d'enfants, en fait, la tribu mourait. C'était toute la tribu qui mourait avec elle. Donc, il y avait vraiment cette notion de protection, oui, vraiment de protection des femmes et des enfants qui est complètement tombée à l'heure d'aujourd'hui. En fait, les femmes doivent, oui, retourner bosser au bout de quelques semaines post-accouchement, sans aide, sans soutien. Et donc, c'est ça aussi qui est très difficile, ouais, au-delà de comprendre, quoi. Oui, 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 c'est vraiment un problème sociétal. Mais oui, je vois quand même, moi, dans ma pratique, de plus en plus de papas très impliqués. oui, Je dis oui, oui, toujours, un oui, allaitement, ça se réussit à trois. oui, oui. Quand c'est juste le trio, après, ben oui, c'est sûr, s'il y a le village autour, c'est encore mieux, mais Mhm, mhm. il y a quand même beaucoup de papas qui sont Oui, oui, volontaires, mais on oui. rentre dans une toute autre conversation, c'est qu'il Oui, y a beaucoup de femmes qui reconnaissent qu'elles n'ont pas l'habitude de se faire servir, mais que c'est oui, très difficile pour elles de dire, ben oui, je vais m'occuper juste de mon bébé pendant oui, quelques semaines et je exact. vais me faire servir. Donc, Oui, oui, oui. mais je trouve que les mentalités sont vraiment en train de changer à ce Oui, niveau-là. oui, oui. Oui, 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 il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. On est en train de vraiment, on est en train de réaliser quand même, voilà, cette importance de l'allaitement. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même, en effet, beaucoup de choses qui bougent. Mais je sais que voilà, qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent parce qu'en fait, elles n'y arrivent pas, elles peuvent pas, voilà, et que ça, du coup, c'est pas évident non plus. Mais donc, voilà, en effet, ça bouge dans le bon sens et ça, c'est beau à voir, quoi. Oui, tout Oui. à fait. Mais Il faut le peut-être juste reconnaître. un petit mot avant de terminer, justement pour les femmes qui ne peuvent pas allaiter, qui aimeraient allaiter, qui ne peuvent Oui, pas, ou les femmes qui font le choix de ne pas allaiter. oui, Qu'est-ce qu'on peut en prévention proposer oui, à ces mamans-là plutôt que de lui dire, ben, tu sais, il y a des oui. choses qui peuvent se faire pour la santé optimale de toute Oui, la sphère oromaxillofaciale. oui, tout à fait. Et en fait, ça va être de la prévention aussi bien pour les bébés allaités que les bébés qui ne sont pas allaités. C'est sûr que je dirais un petit mot pour les bébés qui sont en effet au biberon. Mais en tout cas, pour tous, c'est le nez. C'est dégager le nez. Le nez est bouché, on le dégage. Avec un lavage de nez, quand l'enfant grandit, on lui apprend à se moucher. Mais c'est de toujours, toujours, en fait, faire en sorte que ce nez soit libre. Donc ça, c'est vraiment voilà, premier petit geste préventif qu'on peut mettre à la maison, ne pas laisser un nez encombré.
nettoyer, nettoyer, nettoyer pour vraiment que les autres fonctions oromaxillofaciales, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer. La deuxième chose, et ça en fait déjà au 16, je regarde mon livre parce que j'ai un autre bouquin ici, c'est George Catlin, c'était dans les années 1700-1800. Il observait, c'est un Américain qui observait dans les tribus amérindiennes que les mamans, quand les bébés dormaient ou les enfants dormaient, les mamans allaient leur fermer la bouche. Si jamais le bébé ou l'enfant dormait la bouche ouverte, elles avaient ce réflexe d'aller fermer la bouche de leur enfant, de leur bébé, peu importe. Donc ça aussi, c'est un petit geste préventif hyper important et hyper simple qui peut être mis à la maison. Parce que le fait d'aller leur fermer la bouche en leur remplaçant, en poussant ici légèrement derrière le menton pour aller replacer la langue au palais, mais cette langue, du coup, elle est déposée au palais et elle va permettre à celui-ci de grandir. Voilà. Donc vraiment, toujours, on ferme la bouche de son bébé, on ferme la bouche de son enfant. Et si cette bouche ne se ferme pas malgré le fait d'aller refermer non-stop, consultez. Mhm. Voilà, consulter un professionnel. Alors là, c'est qu'il faut pouvoir, il faut aller plus loin, il faut mettre en place probablement une rééducation des fonctions oromaxillofaciales pour que bébé puisse enfin fermer sa bouche, mettre sa langue au palais et respirer par son nez. Et plus c'est fait tôt, mieux c'est. Évidemment, au plus tôt, au mieux. Mm. Donc voilà, biberon, pas biberon, sain ou pas sain, nettoyer le nez, fermer la bouche du bébé. OK? Ensuite de ça, quand l'enfant va pouvoir découvrir l'alimentation, lui faire découvrir une alimentation variée, diversifiée et si possible pas sous forme de purée, mais sous forme de morceaux mous. Vraiment pour que l'enfant apprenne à mastiquer. Alors la mastication, elle s'apprend. Hein, on va pas tout de suite leur donner un morceau de carotte crue pour mastiquer parce qu'ils vont pas y arriver. Ok? On va évidemment y aller petit à petit, mais vraiment essayer de leur faire mastiquer des petits morceaux mous au début. Et puis quand l'enfant acquiert plus de compétences masticatoires, eh bien de rester sur une alimentation dure et pas molle. Éviter les soupes, les purées. Les compotes qu'on aspire, enfin voilà, vraiment d'aller vers une... c'est un peu la DME en fait hein, que je suis en train de décrire, hein, cette découverte menée par l'enfant où l'enfant attrape ce qui lui paraît sécuritaire, il va l'attraper, il va souvent chipoter avec ses mains, écraser et mettre dans sa bouche, ok? Et il va voir souvent que s'il ne s'est pas écrasé, il va le laisser, quoi. L'enfant, normalement, il sait exactement ce qui est sécuritaire pour lui ou pas. Euh, mais donc voilà, vraiment encourager la mastigation des enfants. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ensuite de ça, ben, revenons un petit peu aux enfants, aux bébés qui ne sont pas allaités. Ça c'est souvent quand même, ou bien, et j'ai même envie de rajouter, même des bébés qui ont été allaités, mais de manière écourtée. Parce qu'en fait, finalement, un allaitement de 3 mois, sur la mécanique, ça va rien faire. Oui, parce que Ça tout évolue encore beaucoup jusqu'à un voilà. an et puis d'autres choses 3 ans en fait, de 0 à Exactement. 3 ans. Donc en fait, ces allaitements de 3, 4 mois, 5 mois, alors 6 mois, c'est déjà mieux, 1 an, on est déjà plus content, 2 ans, c'est encore mieux, 3 ans, c'est encore mieux. Mais donc voilà, il n'y a rien à faire. Tous ces allaitements qui sont écourtés, eh bien, c'est des enfants qu'il faudra très certainement mettre en orthodontie précoce. Ou très certainement, vers l'âge, ça va être important de trouver un orthodontiste qui prend en soin ces enfants-là dès l'âge de 3, 4 ans et l'orthodontiste va déjà pouvoir, en fait, par certaines techniques d'orthodontie précoce, faire gagner de la place au niveau du palais. On va devoir aller forcer un petit peu sur ce palais pour rattraper, en fait, une croissance qui n'a pas pu avoir lieu. Et au plus tôt on le fait, au mieux c'est, parce que au plus les os sont malléables au niveau du visage. Tu le sais bien, en tant qu'ostéopathe, je pense que voilà. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus facile d'intervenir précocement que d'attendre 10 ans pour se dire, tiens, mince, on a un palais qui est trop petit et il faut l'écarter. Et là, De par toute contre, à 10 façon, ans, c'est ça ça qui sera va vraiment être fait. De toute façon, c'est ça qui va être fait plus tard, voilà, l'élargissement du palais. exactement. Donc, le Voilà. fait, comme tu dis, de le faire quand c'est mou, c'est... C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide, ça coûte moins cher. Les enfants, ils sentent rien du tout. C'est vraiment des traitements qui sont tout à fait. Il y a pas de douleur. Alors même aussi, hein, voilà, moi je l'ai fait en tant qu'adulte. Voilà, moi, on m'a mis des vis dans le palais. Ben, bon, alors, ça a évidemment été plus invasif. C'était moins efficace parce qu'on a quand même moins pu écarter que ce qu'on aurait voulu. OK? Donc, ça a été moins efficace, même si quand même, ça a été efficace, mais j'ai quand même pas rattrapé tout le manque de croissance que j'avais.
Et bon, même en tant qu'adulte, voilà, je dois dire, j'ai pris 3 Dafalgan, enfin, donc c'est 3 fois rien. Donc au niveau douleur, il n'y a pas de douleur, enfin, c'est plus un inconfort ou c'est bizarre ce qu'il y a dans la bouche, mais c'est vraiment pas douloureux. Et donc autant vous dire que c'est encore moins douloureux pour les enfants. Enfin, c'est encore, voilà, c'est beaucoup plus impressionnant quand on a grandi que quand on est tout petit. Les enfants s'habituent très très rapidement. Ça fait souvent très peur aux parents parce que on doit leur mettre un truc dans la bouche et que souvent eux-mêmes, les parents, ont des troubles de l'oralité ou ont eu des troubles de l'oralité. Et donc, du coup, ils se disent, mais ça va être horrible pour mon enfant d'avoir un truc dans la bouche parce qu'en fait, eux-mêmes, ils trouvent ça horrible pour eux. Alors qu'en fait, il vaut mieux le faire tout de suite parce qu'en le faisant tout de suite, on peut tout rattraper. On peut tout rattraper avant l'âge de 6 ans, en fait. Mhm. Donc voilà, au plus tôt, au mieux. Et donc voilà, idéalement, les orthodontistes devraient agir dès l'âge de 3 4 ans, quand c'est encore tout mou, malléable, c'est plus facile. Et de toute façon, en fait, l'immense majorité de ces enfants, ils sont symptomatiques sans le savoir, mais ils sont déjà tous symptomatiques à ce moment-là au niveau de leur sommeil, de leur respiration, parfois même déjà symptomatiques au niveau de leur apprentissage. Et donc, du coup, pourquoi attendre? Pourquoi attendre alors qu'en fait, la plupart du temps, ils ont déjà tous des symptômes. Mhm. Donc voilà, ça va être important de les mettre en traitement précoce orthodontique pour aller rattraper ce manque de croissance. Et alors, pourquoi avant l'âge de 6 ans? Parce qu'en fait, en gros, la tête que nous avons aujourd'hui, c'est grosso modo la même tête que nous avions à l'âge de 6 ans. Vraiment, ces mâchoires, cet espace intermolaire, il a fini de grandir à 6 ans, en fait. Après 6 ans, il va encore un tout petit peu grandir, mais c'est quelques pourcentages. Euh, Ce qui va encore grandir après 6 ans, c'est le développement antéro-postérieur des mâchoires. Voilà. Jusque l'âge de 6 ans, ça grandit comme ça, et puis après ça, ça grandit comme ça, en fait. Mhm. Mais donc, ça va être important, évidemment, d'avoir les deux. Mais voilà, à 6 ans, ça a arrêté de grandir, quoi. Donc, voilà, il faut pousser pour y arriver. Il va falloir, on va pas avoir le choix, en fait. Mhm. Euh, donc voilà, ça c'est le type de prévention. Alors là, on n'est plus vraiment dans de la prévention, on est dans des interventions précoces, mais qui sont tout aussi importantes que la prévention mise en place à la maison. Et puis alors après, il y a tout le parcours de thérapie myofonctionnelle qui va rééduquer les fonctions oromaxillofaciales sous forme d'exercice, sous forme de pratique. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place avant l'âge de 6 ans. Et en fait, peu importe d'où on part à la naissance, à 6 ans, si on part depuis la naissance, on peut guérir tous les enfants, tous, 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 Mhm. sans exception. Mhm. Par contre, quand on fait des prises en charge plus tardives, là, évidemment, on va pas pouvoir tous les guérir, ou on va pas, enfin, voilà, ça va être plus long, plus difficile, plus coûteux. C'est vrai qu'il y en a certains qu'on va pouvoir guérir, on va quand même pouvoir en guérir beaucoup, mais il y en a certains où parfois on va galérer un peu plus parce que c'était trop tard, quoi. Euh, mais ceci étant dit, ça reste plein d'espoir parce que même si on les prend en charge après l'âge de 6 ans, on va quand même pouvoir faire des miracles, hein. Avec justement l'orthodontie actuelle et la médecine actuelle, hein. Parfois, oui, parfois il faut de la chirurgie aussi. Ben, il n'y a rien à dire, ça fait des miracles et ça permet vraiment de guérir beaucoup, 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 beaucoup de personnes en fait. Mhm. Oui, super. C'est plein d'espoir, toute cette prévention. Et on sait ben, que la prévention, plus elle commence tôt, ben, plus elle est Oui. efficace. Mhm. Hmm, Oui, super. Ben, écoute, voilà, ça fait quand même un moment qu'on se parle, fait que de toute façon, on va se revoir, on va pouvoir ça marche. reparler, parce que j'aimerais que tu puisses parler de ton livre un petit peu plus en détail. Oui, Fait que, oui, on va peut-être se revoir à un autre moment ça marche. pour pouvoir passer à travers ça, parce que je Oui. trouve que, écoute, c'est vraiment un travail colossal que tu as fait. C'est une Bible. Moi, je connais tes facultés de vulgarisation, d'explication, Mhm. pour qu'on comprenne des choses qui sont parfois quand même un petit peu complexes. Alors, ça, c'est vraiment Oui. Et une... Marie, livre auquel tu as quand même participé hein, en Oui, tant qu'ostéopathe, aussi, je t'ai quand oui. même demandé d'écrire une partie voilà, dans la prise en charge avec le rôle de l'ostéopathie dans toute cette prévention en fait hein, et ces interventions précoces. Donc voilà, merci aussi d'y avoir participé. Et peut-être juste un petit mot pour le Canada, parce que bon, il est édité en France, en Belgique et en Suisse. Mais pour le Canada, en fait, vous pouvez le commander par l'IRECA, l'IRECA.com, en fait, qui fait des livraisons internationales.
Bon, le livre coûte un petit peu plus cher par l'IRECA, mais au moins, du coup, vous ne devez pas payer 50 $ de livraison via l'Europe. Voilà, je crois que c'est 20% plus cher sur l'IRECA, mais avec la livraison, alors je mets des guillemets gratuite parce que du coup, voilà, c'est compris dans les 20%, Oui, mais au c'est ça. moins, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas euh, un coût astronomique de livraison, en fait. Oui, c'est comme ça que je me le suis procuré. Puis l'IRECA, c'est vraiment une bonne manière de se faire venir des livres d'un peu partout parce que oui, il coûte Oui, un peu plus cher, mais jamais, jamais exact. la valeur de la livraison De qui la parfois livraison. dépasse. Oui, Oui, exactement. donc Donc voilà. parfait. Ben, écoute, on va. Le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour, avant qu'on se sépare? Oui, mais je dirais qu'en fait, c'est plein d'espoir, en fait. C'est que du positif. C'est vraiment que du positif. On peut guérir l'immense majorité des gens. On peut même guérir des adultes. On a des exemples avec Sleep Clinic où on a guéri des adultes sans passer par cette orthodontie. Voilà, avec bon, beaucoup d'efforts à la maison, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Et alors, au plus tôt, au mieux. Ça, évidemment, voilà, au plus tôt cette prévention commence, au mieux. Mais voilà, c'est que du positif en fait. Parce que c'est vrai que c'est un tableau qui peut être très noir. On se dit, oh my God, ça va être compliqué, machin. C'est pas si compliqué que ça en fait. Mais comme on en parlait un petit peu avant aussi, ça demande à mettre en place des habitudes différentes à la maison. Ça demande un changement de vie. Voilà, ça demande des efforts personnels qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir faire en fait. Même nous, en tant que soignants, on va pas pouvoir le faire à votre place. Et donc voilà, ça demande une implication en fait des parents à la maison ou bien de l'enfant, de l'adulte plus tard. Donc voilà, oui, mais c'est que de l'espoir. C'est que vraiment que du Mais, positif. comme tu dis, le tableau est noir parce que je pense qu'on est vraiment au sommet d'une courbe et que Oui, là, avec tout ce qu'on oui, est en train de découvrir oui, et l'impact que ça a sur les problèmes d'allaitement et pas que, on en a nommé oui, plusieurs, ben oui, je pense qu'on est vraiment en train de renverser une oui, courbe oui, et c'est ça l'espoir de ce que j'entends oui, aussi, tout à c'est fait. de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train Oui, de... Je pense oui, que pour les deux, trois générations qui viennent, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se oui, rétablir, tu sais, de se oui, je pense rééquilibrer. aussi. Alors, Je pense aussi. ben merci beaucoup pour Mm. ton travail magistral, parce que je pense que tu as donné vraiment le goût, la flamme à beaucoup de professionnels. Moi, tu m'as ouvert un pan de connaissances que j'avais pas, malgré ma formation d'ostéo. J'étais kiné en Belgique avant, donc je Mhm. pense que j'étais quand même hyper formée et très passionnée par le sujet. Puis c'est Oui, toi oui, qui m'as oui. ouvert cette fenêtre-là, comme tu l'as ouverte à plein de professionnels. Alors, Mhm, mhm. merci beaucoup, puis Oui, mais à Marie, très je te renvoie la bientôt. flamme parce que c'est aussi tous ces professionnels qui m'ont appris énormément. Enfin, tu m'as aussi appris beaucoup l'importance du suivi ostéo. Enfin, voilà, c'est vraiment un partage de compétences qu'on a eu vraiment tous ensemble et qu'on a toujours tous ensemble par rapport à ces problématiques. Donc voilà, je te renvoie aussi la flamme. Ouais, ben on a cette passion en commun aussi, la prévention, oui, mais l'interdisciplinarité, parce que je pense Oui, que tout seul, on n'arrive pas à oui, grand-chose. Et le exact. fait d'avoir une bonne équipe que tu appelles la Dream Team Oui, fait que on arrive vraiment à des résultats qu'on n'arrivera pas mhm, à mhm. obtenir tout seul. Alors, Oui, oui, merci tout à fait. beaucoup. Oui, merci Marie, à bientôt. À bientôt.